Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Et alors aujourd'hui, Serge va vous raconter de l'écrivain Henri Slezard, Compliment au chef. S'est bien passé? Monsieur est satisfait? C'était merveilleux, comme d'habitude. Ah, cette Terrino Mori, c'est tout simplement inoubliable. Vous êtes un artiste, Robert, un grand artiste, il n'y a pas d'autre mot. Robert Endicott rougit de plaisir. Depuis 5 ans qu'il officie aux cuisines du restaurant La Belle Horloge, il n'a encore jamais mécontenté un seul client. Dans cette ville de New York où les gens sont habitués à une nourriture épouvantable, la Belle Horloge représente un îlot de civilisation, un temple de la grande cuisine où tous les gourmets viennent se réfugier. Robert Endicott a étudié en Italie, en Europe centrale et, bien évidemment, en France. Il a secondé tous les grands chefs de la gastronomie occidentale et il a étudié tous leurs trucs. Aujourd'hui, à 65 ans, il est maître de son art. Ce qui lui fait le plus plaisir, c'est le regard épanoui de ses clients quand ils avalent une bouchée de quenelle ou de tourne-d'eau. On dirait qu'ils sont en train d'écouter un concerto de Mozart. À ces instants-là, oui, Robert n'hésite pas à se dire qu'il est un grand artiste de génie. Cette nuit-là, comme toujours après le dernier service, Robert prépare à dîner pour le personnel. Il connaît les préférences de chacun. Pour Arthur et Paul, les 2 serveurs, ce sera des soufflets d'asperges en ribambelle. Pour Jérémy, le sommelier, un coquelet façon vaudeville. Et enfin pour Fred, son assistant, un feuilleté aux escargots. Quand ces plats sont prêts, il appelle Paul et Arthur qui vont l'aider à servir et un murmure joyeux parcourt la tablée. Avant de commencer à manger son émincé de volaille, Robert guette le visage de chacun des convives. Tout a l'air de bien aller. Arthur, Paul et Jérémy ont les yeux brillants de plaisir. Cependant, tandis qu'il porte la première bouchée à ses lèvres, Fred fait une étrange grimace. Robert sursaute. « Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Fred? Hein? C'est trop chaud? Trop froid? Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi tout, dites-moi tout. » Non, patron, non, c'est excellent comme d'habitude. Alors, pas d'histoire, mon petit Fred. J'ai bien vu votre grimace. Ne ménagez pas, mon petit. Dites-moi tout ce qui ne va pas. Le jeune assistant rougit, puis, prenant son courage à 2 mains, il répond. Non, c'est excellent, chef, c'est excellent. Simplement, vous avez peut-être eu la main un peu lourde avec le sel. Robert Endicott croit avoir mal entendu. En un instant, il devient écarlate et ses mains se mettent à trembler. Autour de la table, tout le monde se tait. La dernière personne qui ait osé critiquer la cuisine du chef a reçu une soupière chaude en pleine figure. « Donnez-moi votre plat !» dit Endicott à son assistant. « Mais non, patron, ça se sent à peine. C'est quand même très, très bon. Donnez-moi votre plat !» Et préparez-vous à demander votre dernier salaire. Les larmes aux yeux, Fred tend son assiette à Robert. Celui-ci attrape une cuillère et la plonge dans le feuilleté. Il en forme une bouchée, claque longuement sa langue contre son palais, et brusquement, son regard se radoucit. Incrédule, il avale une seconde bouchée. Puis, les yeux penchés sur son assiette, il murmure « Vous avez raison, mon petit Fred. Il y a une pincée de sel en trop. » Jérémy, le sommelier, ne résiste pas à l'envie de goûter au feuilleté. Il pique avec sa fourchette un escargot, le promène dans la sauce et, après l'avoir mangé, s'écrie « Mais vous êtes fous tous les deux, c'est un pur délice. Taisez-vous » s'écrie Endicott. « Vous n'y connaissez rien.
Évidemment, pour votre palais profane, c'est bien assez bon. Seuls Fred et moi sommes capables de déceler une poussière de sel en trop. Après avoir craint le pire, Fred se redresse et rosit de plaisir devant ce compliment. Bon prince, il lance à Endicott. « Mais tous les génies ont droit à un instant d'inattention, chef. » En rentrant chez lui ce soir-là, Robert ne cesse de penser à ce feuilleté qu'il a loupé. Ça l'obsède tellement que dans sa petite chambre de célibataire, sur son réchaud, il exécute une fois encore la recette. À l'aube, épuisé, il goûte la préparation. C'est parfait, se dit-il, avec juste ce qu'il faut d'épices. Rassuré, il s'endort enfin. Le lendemain, en venant prendre son service pour le déjeuner, Robert a les yeux gonflés de fatigue. C'est dans une sorte de demi-sommeil qu'il entend Paul et Arthur passer leur commande. Une seule fleurie pour la 5, un canard fabuleux pour la 7 et un millefeuille de carapaccio pour la 12. Soudain, tandis que Robert, penché sur ses fourneaux, essaie de reprendre ses esprits, Paul arrive en criant dans la cuisine. « Patron, qu'est-ce qui se passe avec ce fichu feuilleté aux escargots? Le client de la 8 le trouve immangeable !» Fred, qui s'occupait à battre un blanc en neige, s'approche. Dans la poêle qui a servi à préparer la sauce du feuilleté, il plonge le doigt et le porte à ses lèvres. « Oh, immangeable, ce client exagère. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce petit problème de sel, chef. » En un instant, Robert a retrouvé tous ses esprits. Il goûte à son tour la sauce et regarde son assistant d'un air éberlué. « Ah ben, j'y comprends rien. Cette sauce me semble parfaite. » Alors, Fred s'approche de lui et lui pose gentiment le bras sur l'épaule. Au fond, dans la salle, on entend les vociférations du client mécontent. « C'est une honte, un établissement de cette classe, servir de telles infections !»« Ne l'écoutez pas, chef, » dit Fred à son patron. « Il est mal luné. C'est vrai que votre sauce est mal salée. Enfin, de là à parler d'infection, comment ça, mal salée ?» dit Robert, les larmes aux yeux. « Ça ne m'arrive jamais. Et en plus, je suis incapable de m'en apercevoir. Mon pauvre petit Fred, je me demande si je ne suis pas en train de perdre le goût. » « Mais vous êtes fou, patron. Vous avez le palais le plus fin de toute l'Amérique. Non, vous avez besoin d'un peu de repos, voilà tout. Vos sens sont fatigués, émoussés. D'ici 15 jours, il n'y paraîtra plus. Des vacances. Mais mon petit Fred, en 20 ans de métier, j'ai pas pris plus de 10 jours de vacances. Non, quelle humiliation. » La nuit, après le service, Fred propose à Robert d'aller boire un verre pour lui remonter le moral. Ils vont dans un petit bar et là, Endicott boit whisky sur whisky jusqu'à en être complètement ivre. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Demain, je leur servirai ma meilleure cuisine. Je veux, répond Fred. Mais pour l'instant, n'y pensez pas. On est ici pour se détendre, alors reprenez donc un scotch. Il est déjà 7 heures du matin quand Robert rentre chez lui. Quelques heures plus tard, il doit se lever pour retourner au restaurant. Cette fois, il n'a pas vraiment les yeux en face des trous et il entend à peine les commandes. La fumée de ses fourneaux le prend à la gorge. Tout à coup, Paul le tire de sa torpeur. « Ça recommence, chef !» gémit-il en entrant dans la cuisine. « Les clients du 7 et du 12 sont partis sans attendre leur dessert. Ils disent qu'ils ne remettront plus jamais les pieds ici. » Fred entre à son tour dans la cuisine. Il est accompagné par M. Anderson, le gérant du restaurant. Celui-ci se racle la gorge et dit d'une voix désolée. « Mon vieux Robert, je crois que vous avez besoin de repos, hein? Je ne mets pas en doute vos capacités, mais depuis quelque temps, vous n'êtes plus tout à fait à ce que vous faites. Aussi, Fred va vous remplacer pendant 1 mois ou 2. » Endicott regarde son assistant qui se tait. Enfin, Fred dit en souriant, « Ça sera rien, patron. Hein, juste le temps de vous remettre d'aplomb. Comme ça, vous aurez la main moins lourde avec le sel. Hein? » Pour joindre le geste à la parole, Fred attrape la boîte de sel sur l'étagère. Il pousse un cri d'étonnement. Derrière la boîte, il y a une bouteille de scotch.
Je comprends tout, dit Anderson. J'ai pourtant été bien clair là-dessus. Je n'admets pas que l'on boive chez moi. Mais c'est pas moi qui ai mis cette bouteille ici, pleurniche Robert. Dis-leur, Fred, dis-leur, mon petit gars, je t'en supplie, dis-leur. Le gérant sort en haussant les épaules. Cependant, Robert s'accroche toujours à la veste de Fred. Mais lâchez-moi, patron, lâchez-moi, vous allez la déchirer, ma veste. Fred essaie de se dégager, mais la poche de sa veste cède. Alors, une poudre blanche se répand par terre. Qu'est-ce que c'est que ça? Demande Robert. Mais rien, patron, c'est juste de la poussière. Endicott se penche, pose le doigt sur la poudre blanche et le porte à ses lèvres. Du sel. En un éclair, il comprend tout. Ingrat, voyou, dit-il en brandissant vers son adjoint un poing menaçant. C'est toi qui rajoutais du sel. C'est toi qui as mis la bouteille de scotch sur l'étagère. Fred n'a pas le temps de se protéger. Le direct du droit l'atteint en pleine mâchoire. Traversant les portes battantes de la cuisine, il atterrit sur la table du 13 en plein dans les quenelles sauce nantois qu'était en train de déguster le baron Johnson. Après un tel éclat, Robert n'a plus qu'à rendre son tablier. Y a-t-il un moyen d'empêcher cette injustice? Si vous le connaissez, dépêchez-vous, car dans un instant, il sera trop tard. Dès le lendemain, Robert Endicott est mis à la porte du restaurant La Belle Horloge. Il a essayé de se défendre, mais le gérant, M. Anderson, n'a rien voulu entendre. Un journaliste qui était présent au moment de l'incident s'est empressé de rédiger un entrefilet dans son hebdomadaire. Il y est écrit que Robert Endicott, le grand cuisinier, est sur une bien mauvaise pente. Non seulement il sert maintenant une cuisine immangeable, mais il se bat avec les serveurs au milieu des clients. Après l'apparition de cet article, Robert ne peut plus trouver aucun travail. Il se présente dans les meilleurs restaurants de la ville, mais à chaque fois, c'est la même réponse. Nous aimerions bien vous aider, mais vous comprenez, nous ne voulons pas d'ennui dans notre établissement, vous comprenez. Finalement, Robert se met à boire pour de bon. Il ne se rase plus, ne change plus de vêtements. Bref, il a l'air d'un vrai clochard. Lui qui a été le plus grand cuisinier de la ville, il trouve finalement une place dans un fast-food. Quelle ironie, se dit-il. Il y a encore un mois, je composais les plats les plus élaborés, et aujourd'hui, je suis juste assez bon pour cuire des steaks hachés. Au moment où il se fait cette amère réflexion, le caissier du fast-food entre dans la cuisine. « Dis donc, grand-père, faudrait faire un peu attention, hein, tes hamburgers sont complètement cramés, c'est pourtant pas sorcier à faire un hamburger !» Cette fois, se dit Endicott, cette fois c'en est trop. Il replie soigneusement son tablier, traverse la salle du fast-food et sort. Je n'ai plus qu'une seule chose à faire, pense-t-il en voyant les voitures filer devant lui. Déjà, il se prépare à se jeter sur la chaussée quand il lui vient une autre idée. Oui, se dit-il, oui. Ce serait une bien jolie fin. L'après-midi même, il se rend dans une bibliothèque et commence à consulter toutes sortes de livres consacrés aux poisons. La plupart de ces poisons sont assez faciles à se procurer chez un herboriste. Le soir, Endicott rentre donc chez lui avec son panier rempli de plantes et, sur son petit fourneau, il commence à les cuire et à les mélanger. Une pointe de ciguë, dit-il en jetant les ingrédients dans la casserole, 2 gouttes de curare, un gros champignon amanite coupé en rondelles. Tiens, je vais ajouter aussi 1 ou 2 feuilles de menthe pour diminuer l'amertume. Évidemment, Robert ne peut pas goûter la recette qu'il est en train de composer. C'est bien ce qui le stimule. Il ne saura qu'au dernier moment si c'est une réussite ou non. À l'aube, Endicott
éteint enfin son fourneau. Il est sûr d'avoir réussi et cette certitude le met dans un état de transe. Demain, se dit-il en se couchant, demain, je vais faire un repas inoubliable. À midi, le lendemain, il dirige ses pas vers le restaurant La Belle Horloge. Dans sa poche, il a une petite fiole dans laquelle il a glissé la sauce qu'il a composée. Il entre dans le restaurant et s'installe à une table. Paul, le serveur, ne le reconnaît même pas. Il est vrai qu'il a tellement changé, avec ses cheveux qui lui tombent dans le cou et sa barbe mal taillée. Le garçon prend donc sa commande d'un air dégoûté. Bon, alors nous disons une tourte aux herbes, une goujonnette en de sol. Et pour le vin, si je peux me permettre de conseiller, monsieur, nous avons un petit pichet de Californie qui ne vous ruinera pas. Non, merci, répond Endicott. Donnez-moi un mouton cadet 1985. Tandis qu'il déjeune, Endicott sent ses résolutions faiblir. Il tire la fiole de sa poche, la pose sur la table, mais il n'a pas le courage d'en verser dans son assiette. La tourte est si fondante, la sole si parfumée. Fred est vraiment un bon élève, se dit-il avec amertume. Il reproduit mes recettes à la perfection. Justement, au bout de la salle, il voit son ancien assistant qui parade à travers les clients. Il passe d'une table à l'autre et recueille les compliments d'un air modeste. Quand enfin il arrive devant Endicott, son sourire se fige. Visiblement, il se demande ce qu'un clochard de ce genre peut faire à la Belle Horloge. « Ça a été, monsieur ?» demande-t-il du bout des lèvres. Robert ne répond pas. Il regarde son assistant dans les yeux, mais celui-ci ne le reconnaît pas. Enfin, sans dire un mot, il saisit sa fiole et en répand le contenu sur la sole. Horrifié, Fred recule d'un pas. « Mais comment osez-vous, monsieur? Comment osez-vous dénaturer ce chef-d'œuvre? Mais vous êtes répugnant !» Cependant, le fumet qui se dégage du plat chatouille agréablement le nez de Fred. Il s'approche et hume bientôt l'assiette d'un air gourmand. D'une voix plus douce, il demande à Robert « Dites-moi, monsieur, où avez-vous trouvé cette curieuse mixture au parfum si délicat ?»« Je suis cuisinier, » répond Robert en se passant les doigts dans la barbe. « Oh, je fais juste ça pour m'amuser, mais cette fois, je dois dire que je suis assez fier du résultat. Vous voulez goûter ?» Fred s'assied à la table d'Endicott et plonge une cuillère dans son plat. Après l'avoir porté à ses lèvres, il murmure « Oh, c'est exceptionnel, sublime, c'est piquant, velouté, profond. Oh !» D'un geste avide, il replonge sa cuillère dans la sauce pour la déguster une nouvelle fois. La sueur lui coule sur le front et une grimace de douleur lui vient aux lèvres, mais il n'y fait aucune attention. Son attention est entièrement absorbée par le filet de sauce brune qui reste dans l'assiette. Bientôt, sans que Fred s'en aperçoive, Robert prend son manteau et sort du restaurant. Tandis qu'il marche dans la rue, un sourire de triomphe monte à ses lèvres. « J'ai réussi !» se dit-il. « J'ai réussi !» Même si je lui avais dit que cette sauce était mortelle, Fred n'aurait pas pu s'arrêter d'en manger. Je viens de créer le poison irrésistible. De fait, quelques secondes plus tard, Fred s'écroule au beau milieu du restaurant. Les serveurs accourent pour le secourir, mais il est déjà trop tard. Dans un dernier souffle, Fred peut juste dire à Paul « Donnez-moi encore un petit peu, par pitié, un petit peu, juste une cuillerée, c'est si bon !»
c'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Souvion. Et aujourd'hui, d'Henri Slezard, l'écrivain Henri Slezard, compliment au chef. Chaque mois, dans la revue Hitchcock Magazine, il y a de nouvelles histoires à suspense.